Didier le prof, il paraît qu'il est en colère. Je comprends votre colère. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je sens monter ta colère. Doucement, calme-toi. Il n'y a que les sots qui se mettent en colère contre les autres. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Mais il va la fermer sa gueule! Voilà, je vous l'avais dit, il est en colère. On dit que Socrate avait repris une devise qui était au-dessus du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Alors Didier le prof, que connais-tu de toi? Pour une première question, c'est chaud, hein. Alors, qu'est-ce que je connais de moi? C'est vrai que se connaître soi-même est une chose essentielle, et pas simple du tout. Je pourrais commencer par dire que je m'appelle Didier Thévenot, que je suis né dans une cité minière de Saône-et-Loire, un petit village, que mes parents étaient ouvriers, mon père était le dernier à travailler à la mine comme gardien, et que j'ai passé mon enfance chez mon oncle et ma tante dans une ferme, dans une petite exploitation, dans laquelle j'ai appris beaucoup de mon oncle, je crois même que c'est le premier philosophe que j'ai rencontré. Il m'a appris la patience, il m'a appris à être attentif au monde, il m'a appris à me poser des questions, il m'a appris à attendre. Et on vivait à cette époque-là dans une petite maison où il n'y avait que 2 chambres avec mes 3 frères et mes parents. Et cette maison n'était chauffée que par une cuisinière à bois qui était dans la cuisine et qui chauffait toute la maison. Enfin, c'était pas si simple que ça, la vie à cette époque-là. Tu nous fais du Zola, là. Tu crois pas si bien dire, il y a quelques années, j'avais un restaurant philosophique que j'ai créé et que j'ai appelé l'Assommoir. Je l'ai appelé l'Assommoir un peu pour ça, parce que si mon enfance, ça n'a pas été germinal non plus, il ne faut pas exagérer, ça a été quand même une enfance dans laquelle il y avait quand même un horizon bouché, dans un endroit où les pouvoirs publics avaient complètement abandonné les gens, parce que la mine était fermée, qu'il n'y avait plus rien à faire, plus d'industrie où elles disparaissaient toutes une par une. L'alcool était très présent, hein, évidemment, et puis il y avait cette ambiance, ce parler, cette manière d'être avec les gens qui me rappelait beaucoup l'Assommoir, ou en tout cas que j'ai découvert après dans l'Assommoir, parce que c'est après que j'ai lu l'Assommoir, et je m'y suis assez reconnu en définitive. Il y a des endroits au XXe siècle, comme là-bas, qui étaient très très significatifs et qui n'avaient pas beaucoup bougé par rapport aux valeurs que défendait Zola. Et donc du coup, moi j'ai eu de la chance, hein, parce que j'ai travaillé tôt, comme la plupart des gens là-bas, on travaille tôt pour être indépendant, mais aussi parce que les parents ne peuvent pas forcément subvenir à nos besoins. Et moi, j'ai eu la chance de faire des études, j'ai eu la chance d'aller au lycée. Alors aujourd'hui, c'est d'une banalité affligeante hein, d'aller au lycée. Mais à cette époque-là, dans ma région, eh bien, mon village, par exemple, j'étais le seul. Et je crois qu'avant moi, on en connaissait 2 qui étaient allés jusqu'au lycée, et c'était déjà très exceptionnel, quoi. C'est une vraie chance de pouvoir aller à l'école. On ne s'en rend plus compte, mais c'est une chance absolument incroyable. D'ailleurs, toi, tu ne l'as jamais quitté, l'école. Oui, on pourrait dire ça, puisque j'ai été élève, puis ensuite surveillant, puis ensuite professeur, tout ça dans le même lycée, donc on pourrait dire que j'ai jamais quitté l'école. Mais en fait, quand on y réfléchit, j'ai commencé à travailler très tôt, on travaillait tous déjà dès l'âge de 16 ans, pendant les vacances, parfois le week-end, donc j'ai été boulanger, j'ai été menuisier, j'ai été factotum, j'ai été cuisinier, j'ai même été chercheur d'or, c'est te dire, tu vois. Donc j'ai quand même un peu roulé ma bosse, et c'est vrai qu'après, je suis devenu prof, un peu par hasard, faut le dire, hein, et puis je pensais vraiment pas pouvoir rester 30 ans, alors là, ça c'est sûr. Hein. Mais alors pourquoi tu es resté 30 ans? C'est pour les vacances, le salaire? Ouais, bien sûr, c'est pour le salaire et les vacances, pourquoi veux-tu qu'on soit prof sinon? Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de mes copains, plus jeunes que moi, moins diplômés, gagnent beaucoup plus que moi, donc je me plains pas, mais il faut rétablir de temps en temps la réalité. Et les préjugés sur les profs, c'est quelque chose qui m'horripile vraiment, c'est quelque chose qui me met vraiment en colère. Parce que, d'une part, les profs en souffrent, on s'en rend peut-être pas compte, mais je peux te dire qu'ils en souffrent. Parce que dire, par exemple, que les profs sont toujours en vacances, c'est comme dire qu'en prison, on n'est pas si mal logé, on est nourri, on a la télé, et que c'est pas si mal. En fait, c'est une vieille rengaine qui est très très nuisible à l'éducation nationale, parce que comment veux-tu, quand tu es un enfant, arriver à l'école et avoir du respect pour quelqu'un dont on te dit que c'est un feignant et qu'il gagne déjà beaucoup trop d'argent pour le nombre de vacances qu'il a. Donc ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc je ne suis pas resté pour ça, la réalité, c'est pas pour ça. C'est juste parce que quand j'ai commencé d'enseigner, j'ai très vite eu le sentiment que j'étais là où il fallait. Par devoir, alors? Ouais, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je crois que c'est assez vrai. Je crois que j'ai été prof par devoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez les profs de ma génération. C'est d'avoir une espèce de devoir à remplir. Ça peut paraître prétentieux ou idiot, mais je l'ai un peu ressenti comme ça, effectivement.
parce que j'ai vite compris, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu dès que j'ai fait de la philosophie, que c'était vraiment ce qu'il fallait faire, parce que je crois qu'il n'y a pas de liberté d'action s'il n'y a pas de liberté de pensée, et c'est pour ça que je pense que la philosophie est une des matières essentielles à la construction d'un être humain. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Bon, entre nous, tu chantes pas mal, hein, bravo. Cette chanson, elle est justement assez significative de ce que je crois être le contraire de la liberté de penser. Voilà quelqu'un qui devrait payer ses impôts, qui aurait dû payer ses impôts, à qui on demande de régler ce qu'il n'a pas payé et qu'il a un peu planqué, il faut le dire. Et ce type revendique en fait de ne rien devoir à personne et il revendique pour ça la liberté de penser. C'est assez étonnant parce que s'il a pu accéder à cette liberté de penser, de faire des chansons, etc., c'est aussi parce qu'il y a des gens qui payent des impôts, parce qu'il a pu aller à l'école gratuitement, parce qu'on ne paye pas l'école en France, parce que justement des gens payent des impôts. Et donc du coup, voilà quelqu'un qui revendique le fait de ne devoir rien à personne alors qu'en fait il doit tout aux autres. Et que les gens qui achètent ces disques et qui le font vivre, eux payent leurs impôts et ils n'hésitent pas à les payer. Et je pense qu'ils aimeraient même en payer autant que lui, parce que ça voudrait dire qu'ils gagnent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent. Donc la réalité, c'est que en fait, c'est le contraire de la liberté de penser. La liberté de penser, c'est pas ne rien devoir aux autres. Au contraire, dans la liberté de penser, ou quand on la revendique, c'est parce qu'on doit beaucoup aux autres. Évidemment, beaucoup aux autres. Alors voilà, cette pensée paniniesque me semble être une espèce de rébellion d'opérette. Voilà. Et moi, face à ces rébellions d'opérette, je revendique le droit à la corruption, le droit de corrompre les hommes. Corrompre le monde? Oh, tu vas te faire des amis, là. Ouais, ça c'est fort possible. Mais tu sais quoi? Avant de les perdre, je crois que je vais prendre un petit café. T'en veux un, toi? Allez, un petit café. Bon, alors comme ça, tu veux corrompre tout le monde? Oui, enfin, corrompre le monde, c'est pas corrompre les gens par l'argent, par l'ambition, par le pouvoir ou par les honneurs, c'est pas ça. Corrompre le monde, c'est plus être dans le paradoxe, c'est être paradoxal. En grec, paradoxa veut dire aller contre l'opinion. Eh bien, corrompre le monde, pour moi, c'est ça. C'est aller contre l'opinion. L'opinion, c'est une idée toute faite. L'opinion, c'est dire oui à une idée qu'on a reçue d'autrui. Et c'est adhérer immédiatement à la vérité. Eh bien, moi, je crois que nous devons tous faire cet effort de regarder le monde différemment, de le regarder de biais, de ne pas accepter les images toutes faites qu'on nous en donne, de ne pas accepter les vérités toutes faites. Il ne s'agit pas d'être complotiste, il s'agit de douter pour aller au-delà de sa propre pensée. Il n'y a rien de pire que de rester dans ses propres certitudes. D'ailleurs, c'est pas très nouveau, hein. Socrate a été condamné pour corruption de la jeunesse, c'est ce qui est indiqué dans son procès, et Alain Badiou a repris cette idée-là il n'y a pas si longtemps en philosophie. Alors je le revendique moi aussi, je suis là pour corrompre la jeunesse. Alors, ou t'es maso, ou t'es fier à bras, parce que vouloir être condamné à mort... Ouais, c'est vrai. C'est un risque que je prends. Alors, on va pas exagérer non plus, là encore. Hein. Je ne prends pas le risque qu'a pris Socrate de mourir physiquement, faut pas exagérer. Mais évidemment que je vais me faire descendre sur les réseaux sociaux. C'est d'abord un peu la nature des réseaux sociaux aujourd'hui, d'une part. Ça ne concerne pas que les gens qui font de la philosophie. Mais faire de la philosophie, c'est de toute façon prendre le risque d'être descendu par les autres, d'être rejeté par les autres. C'est un risque qu'il faut accepter de prendre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la philosophie, c'est d'abord aller contre l'opinion, paradoxa. Donc forcément, tu vas à rebours de ce que peuvent penser les autres. Et surtout aujourd'hui, je crois que c'est une attitude qu'il faut vraiment avoir, et donc il faut vraiment insister pour faire de la philosophie, et peut-être aller la faire sur les réseaux comme j'essaye de le faire, et de manière assez simple. Moi, je ne suis pas là pour apporter ma connaissance. Hein. Je suis juste là parce que j'ai vraiment... aujourd'hui, dans l'idée que nous sommes en train de perdre une part de notre humanité qui est celle qui consiste à penser ensemble. Aujourd'hui, de plus en plus de gens considèrent qu'ils ont raison parce qu'ils ont une idée. Comme ils ont une idée, ça leur suffit à considérer qu'ils ont raison. Alors c'était vrai avant aussi, mais avant il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux amplifient ça, puisque sur les réseaux sociaux, tu peux choisir tes communautés de pensée et tu peux très très vite t'enfermer dans une espèce de communauté de pensée. Je ne parle qu'avec les gens qui pensent la même chose que moi, et donc à partir de ce moment-là, j'ai forcément raison puisqu'on pense tous pareil. Alors par contre, je me cache, je me garantis de ma bonne conscience, parce que je fais valoir la tolérance. Alors je dis, oulala, mais vous pouvez penser ce que vous voulez, on n'est pas obligé de penser pareil, mais allez penser chez vous, et moi je pense chez moi. Donc il n'y a plus de dialogue, donc je n'accepte plus la critique, donc je n'accepte plus, par contre je peux descendre les autres en flammes, hein, ça oui, mais je ne formule plus de critique positive, c'est-à-dire qui permettrait à l'autre d'aller plus loin que sa propre pensée. On confond convaincre et persuader, et tout ça fait qu'en définitive, on perd une forme de notre humanité qui consiste à rentrer en dialogue avec l'autre. Mais au final, tu espères quoi exactement? Eh bien, je crois que j'espère rien en fait, parce que c'est l'espoir qui tue.
C'est un peu provocateur de dire ça, on a l'habitude de dire que l'espoir fait vivre, mais je pense au contraire que c'est la volonté qui fait vivre. L'espoir, c'est une espèce d'attitude passive, on est là, on attend que le salut nous vienne de l'extérieur, et il me semble que la liberté, c'est le contraire. Il me semble que être humain, c'est le contraire. Être humain, ce n'est pas seulement attendre des autres, mais c'est aussi agir par soi-même. Nous avons en nous une puissance d'être, nous avons en nous une puissance d'agir, et je crois que on l'a assez annihilée en nous, hein. Elle a un peu disparu, parce qu'il est vrai que depuis des années, les pouvoirs successifs et la vie telle qu'elle est induit des peurs, justifiées ou non, mais en tout cas qui ont anesthésié cette puissance d'agir en nous. Et moi je la vois bien chez mes élèves, hein. Elle est réelle chez mes élèves. Ils ont une véritable envie d'y aller, et une véritable envie de penser. Il y a plein d'obstacles qui se posent à eux, mais la réalité, c'est qu'elle existe, cette volonté d'être, et cette volonté de ne pas se contenter de l'avoir, mais d'aller jusqu'à le fait d'exister vraiment. Sauf qu'on a un peu tendance à l'annihiler, et que les pauvres, ils cherchent des méthodes pour y parvenir. Et c'est aussi pour ça que je pars de l'éducation nationale. Partir comme ça, c'est une lâcheté, non? Oui, peut-être. Je prétends pas avoir raison, sauf que aujourd'hui, je me sens plus du tout en phase dans mon métier et que j'ai l'impression que j'apporterai plus rien à mes élèves. Au contraire, avec l'idée que j'ai de ce qu'est la philosophie, il me semble aujourd'hui propice de faire cette plateforme et d'ouvrir des espaces de dialogue qui sont fermés depuis trop longtemps. Il me semble que c'est maintenant l'endroit où je dois être. J'ai cru pendant 30 ans qu'il fallait que je sois dans l'éducation nationale. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut que je mette cette expérience à profit pour aller ailleurs. Alors la philosophie, c'est pour une élite, et toi, tu veux en faire un truc pour tous? Oui, c'est vrai, il y a une philosophie savante, il y a une manière d'aborder la philosophie et peut-être parfois de la montrer, qui consiste à laisser croire que c'est quelque chose qui est réservé à une élite, qui aurait un don particulier ou une connaissance supérieure, et que ces gens-là ne pourraient parler qu'avec des gens qui les comprennent, avec des mots qu'ils sont les seuls à comprendre et des concepts qui sont les seuls à maîtriser. Il y a cette philosophie-là, et pourquoi pas, mais c'est pas celle qui m'attire moi, et c'est pas celle qui m'a amené à faire de la philosophie. Évidemment, j'ai lu les grands auteurs, et souvent les grands auteurs sont simples. Certains sont compliqués à comprendre, mais si on prend le temps, ils essayent d'être simples. Moi, j'aime la simplicité de la philosophie, j'aime le fait qu'elle n'est pas facile, justement. Je pense que la philosophie, c'est fait pour rendre simple le monde, et rendre simple la compréhension du monde ou l'appréhension du monde. Pas forcément facile, voilà. C'est le contraire de l'idée facile, l'idée simple. Parfois, c'est très difficile d'être simple. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours considéré que, depuis la terminale, j'ai fait un bac G2. Hein. Donc, je suis toujours du côté de la philosophie plutôt pratique, c'est-à-dire celle du quotidien, celle qui permet aux gens de parfois mieux comprendre le monde. Je pense que la philosophie est accessible à tous. Voilà. C'est une manière de penser, c'est une posture, c'est une façon d'être, et je pense qu'elle est accessible à tous. C'est un moyen de se dépasser soi-même et de laisser une chance au monde et de se laisser la chance de changer, de se construire. Par exemple, moi j'étais en terminale, j'étais en bac G2, si ça avait été aujourd'hui, j'avais aucune chance de faire philo, par exemple. C'est aussi une des raisons qui me fait partir. C'est que si j'avais dit aujourd'hui à un élève de terminale STMG, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, voulait aller en philosophie, il aurait quasiment aucune chance d'y rentrer. Aucune. Donc, et les profs le savent, et comme ils le savent, eh bien, ils dissuaderaient de faire philosophie. Alors que moi, j'ai toujours demandé à avoir des élèves de terminale technique et technologique, parce que justement, ils portent quelque chose qui est de l'ordre de la simplicité dans le regard sur le monde. Une forme de naïveté que notre monde d'adulte nous fait perdre peu à peu. Et c'est ça qu'il faudrait qu'ils gardent, que les élèves gardent. Et c'est très compliqué. Et ben, c'est un peu ce que je veux faire dans cette plateforme, c'est-à-dire revenir à des choses plutôt simples, essayer de retrouver la simplicité de l'expression du monde, essayer de la comprendre, et puis surtout ouvrir des espaces de dialogue, c'est-à-dire faire quelque chose qui soit de l'ordre de la mise en commun de la pensée. Oui, on doit arriver avec ton communisme, là. Ouais, c'est pas faux le communisme, mais tu sais, avec commun, le mot commun, on fait communisme, mais aussi on fait communion. Donc entre les deux, peut-être qu'il y a quelque chose une voie qui pourrait s'ouvrir. Par contre, là où tu as raison, me semble-t-il, c'est que la philosophie, j'ai toujours considéré qu'elle était politique, qu'elle avait une fonction politique. Pas politique au niveau des partis, hein, politique au niveau de l'organisation de notre vie commune, en définitive. Parce que je crois que les Grecs avaient cette notion-là, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans la philosophie, c'est que c'est toujours une manière de fonder politiquement notre rapport à l'autre.
quand on pense le dialogue philosophique, cette capacité que nous aurions à parler avec autrui, à échanger avec autrui, ce dialogue, et c'est de mon point de vue, le dialogue est la seule chose qui peut s'opposer à la violence, parce que le dialogue, il est fondateur de deux choses, me semble-t-il, c'est de l'égalité et de la liberté. L'égalité dans le sens où quand tu dialogues avec quelqu'un, c'est forcément parce que tu considères qu'il a au moins autant raison que toi. Et ça, c'est l'égalité. Et si tu es dans une forme de dialogue, ça veut dire que tu laisses la liberté à l'autre aussi de parler à condition qu'il te laisse la tienne. Et ça, c'est pour moi le fondement de tout rapport humain. La philosophie, c'est ça. La philosophie, c'est ça pour moi. C'est cette capacité à conjuguer à la fois l'égalité avec l'autre, l'égalité réelle avec l'autre, et la liberté réelle avec l'autre. Tu ne peux pas tricher quand tu fais un dialogue avec quelqu'un. Tu ne peux absolument pas tricher. On peut parler de rhétorique, etc., mais si tu es dans le respect de l'autre, tu dois toujours te poser sur l'idée que l'autre est ton égal et qu'il a autant de liberté que toi et ni plus ni moins que toi. Donc oui, je pense que la philosophie est politique. D'ailleurs, la philosophie, dans le sens politique, elle est révolutionnaire. C'est une manière de casser la société telle qu'elle est construite. Socrate l'a fait, et c'est pour ça qu'il en est mort, d'une part. Je ne me prends pas pour Socrate, hein, rassure-toi. Mais Socrate l'a fait, et puis d'autre part, il me semble que philosophia chez les Grecs, ça signifie l'amour de la sagesse, l'amoureux ou l'amour de la sagesse. Et on a toujours tendance à croire que le philosophe est quelqu'un de sage, etc. Non, au contraire, c'est celui qui cherche la philosophie, la sagesse. Et la sagesse, c'est pas une évidence de l'atteindre. D'ailleurs, les philosophes le savent bien. Hein. Chez les Grecs, la sagesse, c'est un peu une espèce d'idéal absolu qu'on n'atteindra jamais avant notre mort, par exemple. Donc, l'idée du philosophe, c'est quand même que le philosophe est un amoureux. Et un amoureux, c'est un passionné. Eh bien, pour moi, c'est ça, la philosophie. C'est cette passion qui anime le rapport à autrui, et cette passion qui anime le dialogue avec autrui, et cette nécessité d'aller chercher avec l'autre la vérité. C'est ça que veut dire convaincre. Convaincre ne veut pas dire vaincre l'autre. C'est le contraire du débat, la conviction et le dialogue. Dans un débat, je cherche à battre l'autre. Bon. Dans le dialogue, je cherche à convaincre, mais pas seulement l'autre, à me convaincre moi aussi. Convaincre, ça veut dire vaincre avec l'autre. Le dialogue philosophique, c'est d'abord cette capacité que nous aurions en commun, universelle, de pouvoir vaincre nos erreurs et vaincre ce qui est figé en nous. Dans ce sens-là, je pense que le philosophe est un passionné. C'est dans ce sens-là que je suis en colère. C'est dans ce sens-là que je suis en colère. Mais pas la colère de Yoda la colère mène à la haine et la haine mène à la souffrance. C'est pas ça, la colère. La colère, ça ne mène pas nécessairement à la souffrance ou à la haine. La colère, si on arrive à la mettre en commun à travers le dialogue, je pense qu'on peut la faire fleurir. Et ben moi, c'est ça mon objectif avec les cafés philo, avec les échanges sur Internet, avec les ateliers dans les entreprises, etc. C'est d'essayer de capter cette colère qui monte partout, on le sent bien, et d'essayer de faire fleurir les colères. Ce serait ça, être humain? Faire fleurir ses colères? Ça me va bien comme définition, oui, c'est pas mal. Bon, tu m'en feras un bouquet de tes colères. Et il est mignon, ouais. Je te ferai un bouquet puis je te l'enverrai. Ouais. Un dernier mot, Didier le prof? Alors peut-être une phrase de Kant, une expression de Kant, sapere aude, qui veut dire en fait, aie le courage de penser par toi-même.